Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité c'est Ibrahima Amadou Niang, l'auteur de l'ouvrage La légende de Ndiouli, un roman. Monseigneur, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. La légende de Ndiouli, un roman, vous avez voulu écrire sur les légendes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur ce thème? Alors, d'abord, je pars d'un constat. Donc, la légende de Ndiouli, c'est d'abord une création. Donc, j'ai été inspiré par un poème. J'ai fait une fois un recueil de poésie qui s'appelle Les raisins du baobab. Et dans ce recueil, il y avait un poème qui s'appelait Le vieux pélican. Une fois, je suis allé à un festival, le festival Voix vive de Méditerranée. Et à chaque fois que je déclamais ce poème-là devant l'assistance, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire à travers ce poème. Et donc c'est de là que l'idée est née de faire ce roman. Exact. Et donc c'est vraiment ça l'inspiration première. Et j'ai voulu aussi y associer les chants que j'apprenais pendant les colonies de vacances, pendant les nawetan, etc. Parce que je percevais des messages dans ces chants qui devaient être amplifiés. Et donc mélangeant l'histoire à ces chants, on se rend compte que l'une et l'autre plutôt, elles se renforcent mutuellement. Exact. Et donc c'est comme ça que cette idée est née. Et voilà, ce projet, comme je dis, est une création. Je pense qu'il peut être lu, qui peut être... Y a-t-il une explication mythique du pélican? Parce qu'on y voit une certaine présence de cet oiseau. Alors j'avoue que je n'y ai pas pensé. C'est par la suite, après la publication du livre, que beaucoup de gens m'ont fait part justement des différentes significations que le pélican avait dans différentes religions, etc. Exactement. Mais pour moi, c'était un symbole de liberté, un symbole de renaissance. Parce que je voyais que dans la plupart des contes qu'on lisait étant jeune, c'était toujours les lions, les animaux de la savane, etc. Exactement. Et après une expérience que j'ai eue au parc du Djoudj, en voyant ces pélicans qui étaient des oiseaux qui symbolisaient la liberté avec une certaine discipline, etc., je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une histoire en utilisant justement cet oiseau-là. Exactement. Mais lorsque l'on parle également de Ndiouli dans notre conception populaire, ça renvoie également à la circoncision, au circoncis. Qu'est-ce qui vous a poussé également de partir des circoncis que vous avez essayé d'adosser à l'image du pélican? Alors, ce que je voulais montrer réellement, c'était que, en fait, dans cette histoire, on se rend compte que le plus important dans la vie, pour franchir un palier, ce n'est pas forcément les étapes physiques, les épreuves physiques, ou peut-être les codes que l'on doit suivre pour y arriver, mais que c'est plutôt, si vous voulez, les valeurs intrinsèques de la personne et l'attitude, l'éducation et la capacité de résilience, l'humilité qui permettent aux gens de franchir des paliers des fois. Alors, Ndiouli, pourquoi Ndiouli? J'ai pas de réponse en réalité, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Et j'ai voulu un peu utiliser l'image de la circoncision pour montrer en fait qu'on pouvait être purifié à travers un certain rite. Et dans ce livre, le rite n'est pas seulement physique, mais c'est plutôt quelque chose, une purification mystique spirituelle. Et ça nous renvoie au pélican, qui est un animal très mystique, qui occupe une place importante dans différentes religions, et qui est un animal aussi qui est capable de se transporter d'un espace à un autre pour symboliser l'espérance. Mais après tout, il s'agit de la quête du savoir. On y sent une certaine quête d'une certaine connaissance pour avoir une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité spirituelle. Mais ce qui frappe en réalité après lecture, c'est que pour que ces jeunes-là puissent accéder à ce savoir-là, à ces connaissances-là, il fallait qu'ils passent par une étape. Cette étape-là, c'est l'étape de la circoncision. Lorsque l'on parle de la circoncision chez nous, l'on pense à l'éducation, on pense aux valeurs de base. Parce que le circoncis, l'homme n'entre né homme que lorsqu'il sort
en réalité de la case de la circoncision. Non pas parce qu'il a subi des douleurs là-bas, mais parce que tout simplement il a beaucoup appris des connaissances et du savoir. Est-ce que inconsciemment également, ça vous est venu ainsi de passer par cette image-là pour faire comprendre qu'en réalité la circoncision également est un élément important pour accéder au savoir? Absolument. Et comme vous l'avez dit, je pense que le lecteur le voit à travers ce livre. C'est-à-dire la circoncision en tant que telle n'a pas lieu dans cette histoire. Alors, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les sages, donc les baobabs, se sont rendus compte qu'il y avait un personnage, donc Julie, qui est une femme, et qui a décidé d'aller à la case de l'homme justement pour prouver quelque chose. Exact. Pas à la société, mais à elle-même. Et donc, elle a usé d'un subterfuge pour y aller. Et elle a eu beaucoup de chance que cette année-ci, justement, les sages du village ont décidé que l'épreuve ne serait pas physique. Exact. Ils ont même dit, cette fois, nous allons laisser l'âme trancher et pas la lame. Donc, la circoncision, l'épreuve de la case de l'homme, a plutôt été, si vous voulez, l'environnement qui a permis à ces personnages-là de grandir. Exactement. Et donc c'est ce que j'essaie de montrer pour dire que ça, aujourd'hui c'est la case de l'homme, mais ça pourrait être toute autre expérience humaine qui est importante selon moi en société pour permettre aux jeunes de se découvrir eux-mêmes et de faire face à des épreuves, de rencontrer des gens qui les aident à aller de l'avant. D'où l'importance, effectivement, le parallèle qui est fait entre la case de l'homme et cette expérience que les personnages vivent. Il y a également la symbolique du baobab, que vous avez donné une certaine prestance, l'incarnation de la sagesse, des connaissances. Qu'est-ce qui a motivé cela? Alors moi, je suis quelqu'un qui suis fasciné par les baobabs. Déjà, dans la tradition populaire, on nous a enseigné qu'on enterrait souvent des maîtres de la parole dans les baobabs, et que ces baobabs étaient habités par des esprits qui étaient sages. C'est des arbres centenaires. Et je dis souvent, et c'est ça qui a inspiré mon premier recueil, que le baobab, c'est un arbre qui plonge ses racines très profond dans le sol, profondément dans le sol, mais aussi que ses bras sont ouverts un peu au monde. Donc pour moi, c'est le symbole de l'enracinement, mais aussi de l'ouverture au monde. Et donc dans ce récit-là, si vous voulez, le baobab, pour moi, il représente plusieurs choses. Donc d'abord, il représente cette immortalité, cette sagesse, mais aussi il représente il est un facilitateur. Parce que c'est lui qui permet de faire passer des messages à d'autres êtres qu'on ne voit pas, mais qui permet aussi d'être un médiateur entre les différents éléments de la nature et entre ces jeunes-là et d'autres éléments qu'eux ne maîtrisent pas. Donc ce baobab, aujourd'hui, qui est un symbole fort pour notre pays, le Sénégal, qui est aussi un symbole fort de la culture africaine, pour moi, représente toutes ces choses-là en même temps. Voilà. Et donc, l'importance des sages, l'importance des personnes âgées, expérimentées dans la société. Après tout, un roman, quel que soit son caractère imaginaire, est avant tout aussi un plaidoyer. On y voit une forte présence de la culture africaine. Est-ce un plaidoyer à l'endroit des lecteurs, à l'endroit de la jeunesse, de toujours se rappeler, ou bien même de se rattacher à leur culture? Alors, moi, souvent, je regarde un peu partout et je vois la présence de comptines, des chants populaires, si je peux les appeler ainsi, européens, américains, etc., qu'on apprend à nos jeunes. Je trouve que c'est très bien, mais je trouve aussi qu'il y a des éléments de notre culture, il y a des chants populaires qui sont très éloquents et qui ont des messages encore plus forts et encore plus pertinents par rapport à ce que nous vivons en tant qu'Africains. Donc effectivement, c'est un appel aux jeunes, aux adultes, à toutes les personnes qui recherchent en tout cas des éléments de culture pour s'inspirer et pour trouver de la force pour aller de l'avant, leur dire que, écoutez, nous avons dans notre patrimoine culturel ces éléments-là qui sont très importants, qui sont à portée de main, que vous pouvez utiliser. Et que même dans ces éléments culturels, nous avons déjà des messages par rapport à la promotion
des droits, par rapport à la dignité humaine, par rapport au respect de l'environnement, par rapport au voyage, par rapport à même comment se projeter dans la vie, comment devenir résilient et comment se développer. Donc c'est une invite au lecteur à s'approprier ces messages et à aussi épouser cet environnement. Vous avez pris l'image de la femme Julie pour qu'elle soit en réalité celle qui va à la quête de la connaissance, celle qui va se découvrir. Pourquoi la femme en tant qu'image et pas un homme? C'est une question intéressante parce que je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas fait de façon consciente, mais c'est l'écriture qui me l'a imposé. Alors je sais même pas comment c'est venu, mais avec un peu de recul, je me dis que c'est aussi un peu pour donner de la place aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont courageuses, qui sont fortes et qui en veulent. Et c'est une façon, si vous voulez, de les inviter aussi à suivre ce chemin-là, qui est un chemin inspiré par le courage, par le respect des traditions, parce que nous avons nos cultures et nos traditions, mais aussi de leur dire que avec la bonne attitude et avec la reconnaissance de certains nombres de choses et la persévérance, on arrive à transcender beaucoup de choses, comme ce personnage, Julie l'a fait, tout en restant bien entendu ancré dans sa culture. Elle est arrivée à s'imposer comme leader. N'est-ce pas parallèlement un clin d'œil à ce que l'on appelle souvent à notre époque l'émancipation de la femme, la place de la femme dans nos sociétés? Ici, de facto, vous avez montré une femme brave qui va à la quête du savoir pour rappeler que nos femmes africaines ont toujours été telles et qu'aujourd'hui, peut-être, c'est un clin d'œil que vous faites peut-être aux femmes. Absolument. Pour qu'elles sachent se bâtir également votre objectif à l'écriture de cet ouvrage. Absolument, c'est ça. Comme vous l'avez dit, nous avons toujours eu des femmes fortes dans notre société. Les femmes se sont toujours battues pour occuper une place de plus en plus importante. Et justement, c'est une invite à elles qu'elles puissent continuer ce combat-là tout en étant ancrées dans leurs valeurs, dans leur culture, qu'elles puissent être aussi persévérantes et résilientes que Julie, et qu'elles puissent rêver d'arriver au sommet dans leur communauté, mais aussi dans la société en général. Je rappelle, chers internautes, que notre invité du jour, c'est Ibrahima Amadou Niang, est un entrepreneur et écrivain sénégalais qui a vécu ses premières expériences de travail entre le Sénégal, le Ghana et la Guinée. Docteur en sciences politiques, il a séjourné dans plusieurs pays africains pour contribuer au processus de démocratisation. Auteur du recueil Les raisins du Baobab, il est boursier de la prestigieuse Greenberg World Fellowship de l'Université Yale USA et du Draper Hills Fellowship de l'Université de Stanford USA. Lorsque l'on regarde, Ibrahima, ce qui se passe dans nos sociétés, c'est-à-dire la relation entre nos sociétés et la spiritualité, comme étant gardien de la stabilité sociale. On y sent dans votre ouvrage une certaine exploration vers ces milieux-là, vers cette spiritualité-là, pour peut-être rappeler qu'après tout, nous sommes africains. Est-ce le cas? C'est le cas. Vous savez, les Africains, comme beaucoup d'autres peuples, mais je pense que pour les Africains, c'est vraiment particulier. Nous avons toujours été des hommes et des femmes qui, en tout cas, vivions en symbiose avec la nature. Exactement. D'abord, mais aussi des hommes et des femmes d'esprit. Et pour moi, la spiritualité, c'est extrêmement important. C'est important pour avoir une certaine assise, comme ce baobab, comme je vous l'ai dit, qui est profondément assis avec les racines bien plongées dans le sol. Mais c'est aussi important pour pouvoir s'élever, parce qu'on a besoin d'une certaine élévation pour pouvoir voir
Et là, vous parlez de l'élévation de l'esprit. De l'esprit, effectivement, l'élévation de l'esprit. Il faut cette élévation-là pour pouvoir contempler des choses qui ne sont pas encore peut-être... Que nous ne pouvons pas saisir. L'abstraction. L'abstraction. Mais comme dans toute chose, lorsque vous faites une stratégie, on vous dit toujours qu'il faut avoir une vision. Mais pour avoir la bonne vision, il faut avoir cette capacité à s'élever. Et pour moi, la spiritualité permet de pouvoir avoir cette élévation-là, pour voir très loin et pouvoir envisager un futur. Pour pouvoir, parce qu'avant de créer une chose, il faut d'abord la concevoir. Et pour moi, cette élévation permet justement de voir très loin, de pouvoir concevoir dans l'esprit avant de pouvoir concrétiser les choses. Et je trouve que c'est un élément extrêmement important dans nos sociétés qu'il faut de plus en plus prendre en compte. Voilà. Vous avez parlé des chants tantôt. Effectivement, dans ce livre, nous y voyons une très bonne base de notes de lecture, rappelant en Wolof peut-être la signification de ces chants. On dirait que vous avez vécu, vous avez grandi dans cet espace où ces chants-là, ces légendes-là ont eu un impact sur votre perception de la vie. Mais oui, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où les gens venaient de divers milieux. Et c'était l'époque où on faisait les feux de camp, où on faisait les colonies de vacances, où on fait les nawetani. Et donc, pour moi, c'est une richesse mais inestimable. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quel point ces expériences, ces chants m'ont transformé en tant qu'individu et ont même contribué à, si vous voulez, forger ma pensée et mon attitude. Donc, je perçois réellement, et partout où je suis allé, j'ai toujours défendu, si vous voulez, ce patrimoine-là, qui pour moi est un patrimoine qui existe, qui est là, mais qui malheureusement souvent n'est qu'on ne passe pas aux autres générations. Parce qu'il n'y a plus, il y en a toujours bien entendu, mais il n'y a plus autant d'activités autour des feux de camp, des colonies de vacances, etc., comme ça se faisait avant. Et donc c'est aussi pour moi une façon d'avoir toutes ces chansons-là quelque part, pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, la légende de Yuli, pour moi c'est un livre, mais c'est aussi un projet, c'est quelque chose qu'on peut jouer sur scène, que les gens puissent se l'approprier et qu'on puisse faire des spectacles autour de ça. Là, peut-être que vous faites un clin d'œil au ministère de la Culture, justement, en parlant aujourd'hui du rôle que nos gouvernants pourraient avoir dans la construction, ou bien en tout cas dans la reprise de ces activités-là, pour convenir encore une fois de plus des jeunes conscients, des citoyens qui ont l'amour du patrie, mais qui savent également quelle est la meilleure décision à prendre lorsqu'une situation se présente. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à nos gouvernants? Alors moi, l'appel que je lance au ministère et à toutes les autorités, en tout cas, qui œuvrent dans ce sens, c'est de créer des espaces qui permettent aux jeunes de se forger, ou en tout cas de renforcer d'abord leur identité. En utilisant ces éléments de culture qui existent, en rassemblant toutes les personnes et tous les médiums qui peuvent aujourd'hui permettre à ces jeunes de renforcer leur identité. Et de se dire que dans leur culture, il y a des éléments, il y a des instruments, il y a des repères qui peuvent être utilisés, non seulement pour s'affirmer, aller de l'avant, mais aussi pour imaginer ce que leur futur pourrait être. Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de restitution des œuvres qui ont été spoliées à l'Afrique. On parle beaucoup de renforcement de l'identité. Et je pense que nous avons, dans ce débat-là, un rôle important à jouer. Parce que nous avons un patrimoine culturel qui regorge de richesses, mais qui sont aujourd'hui sous-exploitées et je dirais même des fois méconnues. Donc voici l'avis. Et selon vous, quel doit être le rôle des médias dans la vulgarisation de ces patrimoines-là? Les médias ont un rôle extrêmement important à jouer. Je pense déjà dans la production, la diffusion de documentaires sur des éléments culturels, comme je l'ai dit, dans la création d'espaces où des personnes
qui travaillent sur ces domaines-là, ou en tout cas qui sont des facilitateurs, qui sont des producteurs, peuvent venir partager leur expérience, partager ces richesses avec les autres, mais aussi des débats pour moi aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, c'est des éléments de culture. Il y a peut-être des choses qui sont intéressantes et d'autres qui sont moins intéressantes. Et des débats qui, pour interpréter peut-être même certaines choses. Effectivement, des débats pour interpréter des choses. Parce que je vous l'avoue, moi, en chantant ces chansons-là et en les jouant en étant jeune, certaines de ces chansons, je les chantais dans leur langue d'origine. Mais je ne maîtrisais pas leur sens. Mais c'est en faisant un effort, et là je remercie un monsieur qui s'appelle Adam Scoli, qui est un grand maître de chant et de djembé, qui m'a appris à aider à interpréter ces chansons-là et à traduire des chansons du mandingue au français, du balant au français, du bambara au français. Et donc, une fois que ces chansons ont été traduites, j'ai pu percevoir leur sens, leur profondeur. Alors, cette profondeur mêlée au rythme et à la beauté de ces chansons que je connaissais déjà m'a aidé à voir les choses d'une autre façon. Donc, je pense qu'il y a un travail profond à faire de traduction, un travail d'interprétation, parce que même en traduisant ensemble avec M. Colli, souvent nous n'avions pas la même compréhension des choses. Exact. Donc vous voyez sur certains mots, certains concepts qui sont très particuliers par rapport à une culture précise, il y a des interprétations diverses. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir des débats dans ce sens-là, et aussi à tous ceux qui ont un esprit créatif, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Des dessins animés, des documentaires, des films, des spectacles. Exactement. Ben, on me signale que c'est la fin de l'émission, Monseigneur. En tout cas, vraiment, c'est un honneur de vous avoir accueilli dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs. Cet ouvrage est disponible ici aux éditions L'Harmattan Sénégal, écrit par Ibrahima Amadou Niang, la légende de Ndiouli. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.